Mesdames, Messieurs, je m'associerai aux paroles de M. Macario pour remercier la bibliothèque de Monaco qui nous accueille toujours d'une manière tout à fait cordiale, excellente, et ce qui fait que les conférenciers ont plaisir à revenir en ce lieu. Je vais vous parler donc de Suzanne Langlaine, qui a été incontestablement la plus grande joueuse de son temps. Certains disent de tous les temps. Là, peut-être y a-t-il quelque excès. En tout cas, ce sont des jugements qui peuvent être qualifiés de subjectifs. En tout cas, ça a été une joueuse exceptionnelle, qui a mérité les surnoms qui lui ont été attribués, la diva ou encore la divine. Son palmarès, effectivement, est tout à fait exceptionnel. Elle a exercé sa carrière avec des techniques nouvelles, exceptionnelles aussi. Elle a été aussi une figure de la vie mondaine sur la Côte d'Azur et à Paris. Et elle a donné, comme le disait la directrice tout à l'heure, l'image d'une femme moderne, d'une femme de son temps. Alors comment retracer ce destin singulier ? Certains historiens du sport aligneraient les 200 et quelques tournois qu'elle a joués, en insistant sur certains et en disant qu'au troisième jeu du deuxième set, elle a fait un lob, kick, etc. Donc des palmarès, non, ce n'est pas l'objectif que je poursuis. Je préfère m'axer sur les représentations, sur les images. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on encore de Suzanne Langlaine, en dehors de son palmarès ? Pourquoi dans de nombreux stades, le stade de tennis, le court principal, porte-t-il le nom de Suzanne Langlaine à Paris, à Nice et ailleurs ? Voilà. Comment a-t-elle construit son image ? De quelle tradition est-elle l'héritière ? Alors, pour commencer, dans un premier point, je voudrais retracer rapidement la naissance d'une diva, ou de la diva, si vous voulez. Elle est née le 24 mars 1899 à Paris, dans le quartier de Passy, dans une famille aisée. Son père, Charles, avait un titre de docteur en pharmacie. Il avait également fait des études de chimie très poussées, mais il n'avait pas de métier. Et selon les nomenclatures socio-professionnelles de l'époque, c'était un rentier. C'est une catégorie très importante à l'époque. Pour vous donner une image, n'est-ce pas, des mentalités de ce temps, chaque fois, il faut toujours éviter en histoire les anachronismes. Il y a quelques années, je travaillais dans les archives des Alpes-Maritimes et je suis tombé sur un dossier qui m'a fait soulever le sourcil. C'était un locataire louant un bel appartement dans le centre de Nice, le boulevard du Bouchage, que vous voyez peut-être si vous connaissez cette ville. C'est une perpendiculaire de l'avenue Jean Médecin, c'est la suite du boulevard Victor Hugo. Et ce locataire intentait un procès à son propriétaire parce que celui-ci lui avait promis que l'appartement était dans un immeuble peuplé de personnes de qualité. C'était la formule qui avait été utilisée, personnes de qualité. Or, le locataire venait de découvrir que l'un de ses voisins avait un métier. Il était avocat, et évidemment, ce n'était pas une personne de qualité pour cette raison-là. Donc, vous voyez, la qualité de rentier impliquait des loisirs, du temps. D'ailleurs, le papa, Charles, va se consacrer uniquement à la carrière professionnelle de sa fille. Il était veuf très peu de temps après son mariage, et il s'était remarié avec la sœur de sa femme. Et de cette union naquirent deux enfants. La première, Suzanne, en 1899, comme je vous le disais, et puis en 1901, un petit garçon, Philippe. Et le papa, Charles Langlaine, qui avait des loisirs, était passionné par le sport. Et son rêve était de conduire son fils vers une grande carrière sportive. Mais ce petit garçon, malheureusement, mourut en bas âge des suites d'une méningite. Donc il repoussa, il retranscrivit tous ses espoirs sur sa fille. Il y a une anecdote, c'est non est vero, en tout cas. On dit qu'elle avait été conduite auprès d'une devineresse très célèbre à l'époque, Madame de Poitiers. Elle s'appelait peut-être tout simplement Germaine Dupont, n'est-ce pas ? Mais enfin, les pythonistes de l'époque prenaient des noms comme les demi-mondaines d'ailleurs, Liane de Pougy, Emilienne d'Alençon, etc.
Et le papa avait demandé à la devineresse, ma fille sera-t-elle championne de France? Et elle aurait répondu, bien davantage. Alors, nous allons voir si la prédiction s'est vérifiée. En tout cas, ce monsieur Langlaine demanda à sa fille de pratiquer toutes sortes de sports. Je vais regarder mon papier parce que j'ai peur d'oublier une discipline. De la natation. D'ailleurs, là, elle a remporté des titres plus modestes que ce qu'elle a remporté au tennis, mais de la natation. De la gymnastique, de la bicyclette, le golf, le tir à l'arc, l'équitation et, enfin, la danse classique, à haute dose. Mais le moment décisif survint en 1910, donc elle avait 11 ans, quand son père lui offrit une raquette de tennis. Et que sans avoir jamais joué à ce sport, elle fit preuve d'une adresse tout à fait étonnante qui allait évidemment consacrer son destin ultérieur. Alors, les Langlaine, comme beaucoup de gens de qualité, passaient l'hiver sur la Côte d'Azur. Vous savez qu'à l'époque, la saison principale, presque unique même, était la saison d'hiver, n'est-ce pas? Pour attendre le début de la saison d'été, il faudra attendre les Américains, et encore, ils n'ont pas déclenché le phénomène d'inversion totale des profits, mais des gens comme Scott Fitzgerald, Dos Passos, Henri Miller, sont venus l'été, notamment à Antibes, Jean Lépin, et ont découvert des stations très agréables qui n'étaient pas insupportablement tropicales, comme le prétendaient les Anglais. Alors évidemment, dans leurs écrits d'Entendre et la nuit, il y a un petit couplet là-dessus, n'est-ce pas? Scott dit ces Anglais snobs, n'est-ce pas, qui partent dès le mois des Pâques parce qu'ils pensent que c'est invivable l'été. Et dans un des romans de ces écrivains de la génération perdue, il y a la femme de Scott, Zelda Fitzgerald, qui a écrit sa version de cette histoire, vous savez, sentimentale, un peu délicate, on ne sait pas trop, mais elle a peut-être eu une aventure avec le futur amiral Josan, un des compagnons du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la version de Zelda, c'est « Accordez-moi cette valse ». C'est la même histoire, en gros, que Tendre et la nuit, mais vue par Madame. Et il y a une conversation aux États-Unis, avant que de venir en France, pour la saison d'été, ses amies américaines la mettent en garde. Les Fitzgerald avec une petite fille. Tu ne trouveras que du lait de chèvre pour ta fille. L'été, c'est absolument insupportable. Et puis, peut-être, tu n'auras pas de glaçons pour ton whisky. Il n'y en a pas l'été. Bon. Alors, donc, les Langlaine, comme les gens de leur génération, venaient l'hiver à Nice, et ils avaient un appartement avenue Aubert, au 13 avenue Aubert, dans le quartier des musiciens, vous savez, le quartier rue Rossini, Verdi, Berlioz, etc. Et cette avenue Aubert était à 2 pas de la place Mozart. Et sur la place Mozart avait été fondé, en 1890, le Nice Lawn Tennis Club, sur l'emprise de la dite place. Et donc, M. Langlaine, voulant que sa fille jouât au tennis, l'avait inscrite en demandant une dispense d'âge dans ce club très sélect, fondé par des Britanniques. D'ailleurs, on devait y parler anglais, c'était une des règles. Habillé entièrement en blanc, pas une seule note de couleur. Les messieurs en pantalon long, blanc. Les dames en jupe longue, blanche. Et les dames ne devaient pas non plus montrer leurs bras, ce qui était jugé inconvenant. Donc, elle fut inscrite dans ce club. Alors après la Première Guerre mondiale, ce club a été jugé trop petit. Il n'y avait guère place que pour 4 terrains. En plus, on avait construit des immeubles autour. Il y a d'ailleurs encore un immeuble qui porte le nom de Palais du Tennis, je crois. Et l'hiver, ces immeubles qui bordaient la place faisaient une ombre portée sur les terrains, donc on avait un peu froid quand même. Donc, avec l'appui de la ville de Nice, ce club a été transféré sur la colline du Parc Impérial, où il se trouve toujours, le Nice Lawn Tennis Club, et Suzanne suivit évidemment le club de son enfance, et elle est restée fidèle, d'ailleurs jusqu'à sa mort, à ce club du Nice Lawn Tennis Club. Alors, elle a pris des leçons tout de suite avec un professeur célèbre à l'époque qui s'appelait Joseph Negro.
Je l'ai connu d'ailleurs quand j'étais petit garçon, parce que j'ai appris à jouer au tennis dans ce club. C'était un sportif qui avait commencé sa carrière avant la Grande Guerre, mais qui avait donc un palmarès assez brillant, mais qui avait été gravement blessé à la jambe. Donc il boitait. Je pense qu'il manquait quelques centimètres à l'une des jambes. Et je me rappelle très bien ce vieux monsieur claudiquant sur le terrain, mais excellent professeur, très bon pédagogue. Donc il avait été le professeur de Suzanne à l'époque de sa gloire, quand il avait encore toute sa bonne santé. Et le papa, Charles Langlaine, se mua en entraîneur pour sa fille. Alors il lui faisait évidemment subir une préparation physique intensive. Il avait retenu un conseil de Georges Carpentier, vous savez, le grand boxeur, c'est-à-dire la vertu du saut à la corde. Et cette petite fille, justement, a sauté à la corde, pas tellement pour s'amuser comme certaines petites filles, mais pour se renforcer physiquement. Il lui faisait faire également beaucoup de gymnastique respiratoire. Il lui faisait étudier, ou il le faisait lui-même, minutieusement le jeu des autres joueurs de tennis. Aujourd'hui, c'est une pratique assez courante. Vous savez qu'on filme, aussi bien dans les sports d'équipe comme le football ou le rugby, ou les sports individuels, on filme le jeu de celui qu'on va affronter. Là, on ne filmait pas, mais on regardait, on prenait des notes éventuellement, et papa Langlaine, évidemment, regardait le jeu des futurs ou des potentiels adversaires de sa fille. Il la faisait jouer intensivement, de préférence avec des hommes, et de préférence de bons joueurs. Elle a eu un entraîneur qui n'était pas un excellent, qui était un joueur honnête simplement, qui était le roi de Suède, Gustave V, que j'ai connu aussi dans mon enfance. Je me rappelle quand je devais avoir 4 ou 5 ans, un vieux monsieur très grand, très maigre, et qui était passionné de tennis, et qui regardait le tournoi de Pâques du Nice Lawn Tennis Club. Vous savez, comme les joueurs de tennis, enveloppé dans un plaid, avec à côté de lui un médecin qui veillait au moindre souffle. Et Gustave V était un passionné de tennis, et dans sa jeunesse, il jouait honorablement. Donc il a été l'entraîneur de Suzanne. Mon père, qui était un bon joueur de tennis aussi, a joué avec Sa Majesté Gustave V quand celui-ci était devenu très vieux, puisqu'il est mort pas loin de ses 100 ans, mais il a joué jusqu'à 80 et quelques. Alors devenu très vieux, le joueur moyen qu'il était devenu un joueur assez médiocre, et tout le monde se défilait pour ne pas jouer avec lui. Et mon père s'était dévoué plusieurs fois, de telle sorte que le roi, pour le récompenser, l'avait fait chevalier de je ne sais plus quel ordre suédois, mais c'était en reconnaissance de ses bons et loyaux services sportifs, en quelque sorte, qu'il avait eu cette récompense. Et puis alors, Charles Langlaine avait une autre manière d'entraîner sa fille. Il disposait sur le terrain des cibles qu'elle devait atteindre avec la balle de tennis. Ça me rappelle un autre champion beaucoup moins connu, mais qui pourtant a été plusieurs fois champion du monde de pétanque. C'est un sport évidemment moins aristocratique que le tennis. Il s'appelait Galarato. C'était un Niçois qui avait appris à jouer sur la place, comment s'appelle cette place où on joue aux boules encore aujourd'hui, dans le quartier de la République. Et le nom ne me revient pas, pardonnez-moi, peut-être quelqu'un... Pardon ? Voilà, Place Arson. Et Galarato, lui, disposait sur le terrain de boules une épingle, donc une tête d'épingle par définition, et il se mettait le plus loin possible, jusqu'à ne voir plus la cible que par le reflet du soleil sur celle-ci. Et pendant des heures, il s'entraînait à atteindre la dite cible, alors que l'épingle fut cassée, tordue, enfoncée dans le sable. Mais il est devenu comme ça un très grand champion, un peu mondain aussi, puisque Maurice Chevalier, Bistinguette, quand il venait à Nice, jouait en démonstration avec lui. Eh bien, Suzanne Langlaine a appris également à viser des cibles infinies, ça peut être un petit caillou tout simplement aussi, pendant des heures pour aiguiser sa précision dans le jeu. Alors, de la sorte, elle est devenue une sportive complète, régulière, précise, ayant d'excellents réflexes, sachant très bien évaluer les forces et les faiblesses de l'adversaire, et évidemment, si la faiblesse de l'adversaire était le revers, eh bien, jouant systématiquement sur le revers pour remporter le point.
Une très grande élégance, il y a beaucoup de photos qui montrent des positions de ballerine. Alors on a tendance à dire toujours que c'est parce qu'elle avait beaucoup pratiqué la danse classique qu'elle avait cette élégance naturelle dans son jeu. Un jour, j'avais été invité, il y a très longtemps, par le Comité olympique international à Lausanne, et il y avait parmi les personnes qui participent au colloque un collègue, historien du sport, et dans un aparté, nous parlions de Suzanne Lenglen. Justement, il dit, vous êtes niçois, ben vous devez connaître. Bon, alors, je lui parlais de l'élégance. Il me dit, oui, tout à fait d'accord, élégante. Mais, me dit-il, avez-vous regardé tous les films qu'on a tournés sur elle? Alors, je dis, j'en ai vu 2 ou 3, qui sont sur Internet, tout simplement. Mais il y en a beaucoup, me dit-il, quelquefois difficile à trouver. Il y en a beaucoup, il me dit, je les ai tous regardés. Et il a eu cette formule, je me rappelle très bien la formule, élégante certes, mais elle cognait comme une sourde. Donc elle jouait en force. Ce qui n'était pas tellement le cas des femmes à l'époque. Monsieur Macario vous a montré qu'on était sensible à l'élégance. Alors Suzanne avait les deux. L'élégance et elle cognait comme une sourde. À partir de 1912, son père commença à l'inscrire dans des tournois sur la Côte d'Azur, sur la Riviera italienne proche, et puis les Lenglen avaient une autre résidence secondaire dans l'Oise, pas loin de Paris, et donc là aussi il y avait des clubs de tennis, donc elle a fait pas mal de tournois également dans cette région. Et cette période d'avant-guerre s'est terminée par l'année 1914, où Suzanne est devenue championne du monde en simple et en double dame. Alors pendant la guerre de 1914-18, évidemment, les activités sportives se sont fortement rétractées. Elle a continué à jouer avec des amis qui n'étaient pas mobilisés ou avec de bons joueurs qui avaient de temps en temps des permissions. Il y en a un notamment qui a été peut-être le plus grand champion français de cette époque-là, un peu avant la guerre et un petit peu après, je crois qu'il a joué jusqu'au 1923-24, c'était Max Décugis. Lui aussi, je l'ai vu dans mon enfance, je me rappelle, au Parc Impérial, et il est mort centenaire, lui aussi. Plus tard que Gustave V, je crois. C'était un grand monsieur, très grand, il semblait d'une fragilité incroyable. On a l'impression que si on le poussait légèrement, il allait tomber en morceaux, mais ça avait été un très grand champion, et il a souvent joué avec Suzanne Lenglen. Il y avait également des tournois exhibitions, comme on disait à l'époque, au profit des œuvres, notamment de la Croix-Rouge, en faveur évidemment des blessés. Elle a passé les années de guerre sur la Côte d'Azur, et vous savez que les grands palaces, pas seulement de Nice, mais de tout le littoral de la Côte d'Azur, avaient été transformés en hôpitaux, n'est-ce pas, pour rétablir les blessés de la Grande Guerre. Alors, sa carrière va se développer, c'est le deuxième point que je vais aborder, après la guerre, donc la carrière proprement dite. Là, nous étions dans les débuts, simplement. Donc une carrière exceptionnelle et qui a repris au lendemain de l'armistice. Et son premier coup de maître, ce qui l'a propulsé sous les feux de l'actualité, si vous voulez, dans les rangs des grands champions, ça a été le tournoi de Wimbledon en 1919. Elle a joué devant le roi George V et la reine Marie. Ça n'était pas gagné d'avance parce que pour la première fois, Suzanne allait jouer sur du gazon. Alors qu'à Nice, comme aujourd'hui, c'était de la brique pilée, pas les terrains de briques rouges, sur du gazon. Et le père, Charles Lenglen, était très inquiet de ce que ferait sa fille sur une surface dont elle n'avait pas l'habitude. Or, elle se révéla d'emblée très à l'aise, elle joua très bien, elle s'adapta très bien, et elle affronta une immense championne anglaise, la grande Dorothea Lambert-Chambers, qui gagnait toujours et qui était la grande joueuse britannique avec un palmarès très important. Or, Suzanne a battu la grande Dorothea, n'est-ce pas? Chez elle, c'était la première fois qu'une championne anglaise, une championne britannique, était battue à domicile par une Française. Généralement, les Anglais s'affrontaient entre eux, donc c'est toujours un Britannique qui remportait, ou à la rigueur, à l'extrême rigueur, par un anglophone, un anglo-saxon, un néo-zélandais, un australien.
plus rarement un Américain, parce que ces peuplades tout récemment découvertes, n'est-ce pas, n'étaient pas encore à la première place du tennis. Alors, la victoire d'une Française, de la Frenchie, comme on a dit, sur cette championne, a fait sensation. Et en plus, Suzanne, pour entrer sur le terrain, arborait une jupe arrivant aux genoux. C'est la première fois. Et Jean Patou l'avait créé, une jupe plissée aux genoux. Et en plus, c'est ce qui a été jugé le plus scandaleux, j'aurai l'occasion d'y revenir, elle avait une très mauvaise santé. Elle était fragile et vite fatiguée. Et quand elle sentait venir la fatigue, elle avait un remède. Vous savez que les joueurs de tennis se changent de côté à chaque jeu impair. Et ils amènent un petit sac avec eux dans lequel il y a une serviette éponge pour éponger la sueur, une raquette de rochant, etc. Elle y ajoutait une bouteille de cognac. Et quand elle sentait une baisse de régime, elle avalait une gorgée de cognac. Les Anglais ont été scandalisés car elle avait absorbé son cognac devant la reine Marie. Ça a été jugé attentatoire à la majesté britannique, au respect que l'on doit à une souveraine. Donc la presse britannique s'est déchaînée contre cette impertinente qui non seulement battait une championne chez elle, mais en plus avait des usages, montrait les jambes, avec des bas blancs quand même, hein, mais enfin les jambes à partir du genou, et en plus buvait comme ça, en public. Alors, elle a réussi à faire taire un petit peu ses détracteurs grâce à son palmarès aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920, où elle a remporté 3 médailles. Et puis les Anglais sont fair-play quand même. Et ils l'ont été d'autant plus que la reine Marie n'a pas été du tout choquée par cette consommation de cognac indue. La reine Marie, désormais, parce que Suzanne est revenue chaque année à Wimbledon, a calé ses venues à Wimbledon sur les heures où jouait Suzanne Lenglen. Donc la reine avait manifestement adopté cette championne, mais malgré tout, je dirais qu'elle n'a jamais été totalement populaire dans le monde anglo-saxon parce qu'elle était trop anticonformiste, trop originale. Je reviendrai sur ce point-là. Alors, son palmarès, disons que sa carrière en gros a duré 6 ans. 6 fois championne du monde, 6 fois championne de France, 6 fois vainqueur de Wimbledon. De 1919 à 1926, elle a participé à 241 tournois. Son taux de succès est un peu supérieur à 98%. Et chaque fois qu'elle a été battue, c'est parce qu'elle était malade. Elle a dû abandonner ou elle a un peu plus présentée parce que sa santé. Alors effectivement, il faut évoquer ce point quand même qui a beaucoup compté dans sa carrière et dans son image. Une santé fragile que celle de Suzanne Lenglen. Des rhumes et des bronchites à répétition. Elle a eu aussi une jaunisse qui a duré de manière interminable et qui l'a laissée très affaiblie. Des menstruations très douloureuses et super hémorragiques, ce qui pour une sportive évidemment qui doit s'agiter sur un terrain posait des problèmes. Autre faiblesse, des insomnies chroniques, surtout quand elle devait jouer le lendemain. Alors, dormant très peu, il lui arrivait de dormir 1 heure ou 2 la nuit qui précédait un grand match. Le matin, elle était fatiguée et du coup très irritable. Donc on a beaucoup glosé sur la mauvaise humeur ou les caprices, quelquefois, disait-on, de Suzanne Lenglen. En fait, c'était une fatigue permanente. Et il faut ajouter également que, c'est ce que disent les spécialistes, il y a eu beaucoup aussi de psychosomatisme dans ces malaises. Par exemple, des douleurs musculaires totalement inexplicables, sauf à faire intervenir le psychosomatique dans ce cas-là. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous détailler toutes ces parties, mais quand même 2 ou 3 épisodes marquants de sa carrière qui ont fait beaucoup pour son image. Le tournoi de Monte-Carlo en 1920. Elle jouait en double mixte avec Pierre Albaran, qui est aussi connu comme un grand champion de bridge. Champion de bridge. Il y a une méthode, je crois, qui s'appelle méthode Albaran. Et il était également un très bon
joueur de tennis, a été aussi le premier amant de Suzanne. Il habitait l'appartement voisin, avenue Aubert. Et donc le soir ou la nuit plutôt, il n'avait qu'à enjamber le balcon pour arriver chez Suzanne sans que les parents fussent au courant, évidemment. En ce temps-là, évidemment, ce n'était pas un genre de pratique très communément accepté. Donc, Suzanne et Pierre Albaran jouaient contre un couple qui était considéré comme l'un des meilleurs du monde, Elizabeth Ryan et Joshua Ritchie. Et à peu près au milieu du match, Ritchie a fait un smash. Vous savez ce que c'est qu'un smash? C'est la réplique à une balle, généralement qui arrive un petit peu molle en hauteur, un genre de chandelle, n'est-ce pas? Et le joueur, au lieu d'envoyer un coup droit, fait un coup par-dessus en force, et avec de manière à transformer la balle en boulet de canon, si possible. Et ça a été le cas, mais cette balle a atterri entre les jambes d'Albaran. C'est là où l'homme est évidemment le plus fragile. Et la douleur a été telle, d'ailleurs, qu'il est tombé immédiatement sur le terrain, évanoui. Alors, il est resté un bon moment évanoui. Quand il a repris ses esprits, il a vu une scène qui l'a beaucoup troublé, et il a raconté souvent cette histoire lui-même. Suzanne, dans une colère noire, contre les deux adversaires et l'arbitre. Car l'arbitre et les deux adversaires, d'accord, voulaient que ces deux non-langléniens fussent déclarés vainqueurs par abandon d'Albaran. Et Suzanne prétendait qu'Albaran allait revenir à lui et qu'il pourrait jouer. Alors Albaran répondait, expliquait, oui, je me suis relevé, plutôt c'est elle qui m'a aidé à me relever, elle m'a poussé vers le filet et elle m'a dit tu joueras. Je n'ai pratiquement pas joué, mais elle était tellement hors d'elle qu'elle a joué toute seule et qu'elle a gagné la partie toute seule contre deux des meilleurs champions du monde en double mixte, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était ça aussi, Suzanne Lenglen, une volonté extraordinaire. Donc voilà un des épisodes. Il y a eu également, comme deuxième épisode, l'année 1921, un voyage aux États-Unis. Et là, elle devait rencontrer la joueuse numéro 1 américaine qui s'appelait Mola Molloy. Et ce jour-là, le jour du match, Suzanne Lenglen était malade, comme souvent. Elle toussait terriblement, elle avait beaucoup de température. Donc elle a commencé le match et puis elle a abandonné. Et évidemment, la presse américaine a prétendu qu'elle avait eu peur de la brillante joueuse américaine, elle avait peur d'être battue. Aussi, elle avait préféré écourter le match face à une adversaire plus forte qu'elle. Alors Suzanne revint en France et son médecin traitant, à qui elle se confia et qui l'examina, lui dit « Mais vous avez tout simplement, mais très forte, une coqueluche !» Et les médecins américains n'avaient pas diagnostiqué la coqueluche. Peut-être n'y avait-il pas beaucoup de coqueluches aux États-Unis en ce temps-là. En tout cas, Madame Lenglen a dit oui, c'est vrai, elle n'a pas eu la coqueluche quand elle était petite fille. Donc, elle avait effectivement la coqueluche, elle a été soignée pour cela. Alors, est-ce que cet abandon et l'affront fait aux qualités sportives de Suzanne allait rester sans suite? Eh bien, d'abord, en 1922, évidemment, Suzanne remporta les championnats du monde. Elle avait retrouvé sa forme avec facilité. Et puis, la même année, Wimbledon. Et en finale, elle se retrouva devant la fameuse Mola Molloy. Et eh bien, Suzanne l'a exécutée en 26 minutes. 26 minutes. Peu après, quelques semaines plus tard, elle a retrouvé cette même adversaire américaine à Nice, dans son cher parc impérial, n'est-ce pas? Et là, elle l'a battue en 22 minutes et 29 secondes. Vous voyez, on a compté même les secondes. Autrement dit, la grande championne américaine a été écrasée par Suzanne. Mais nous arrivons peut-être à l'épisode le plus marquant, ce qu'on a appelé le match du siècle. Il y en a eu beaucoup peut-être de matchs du siècle, mais enfin, ça a été peut-être le premier match du siècle, le 17 février 1926. Il y avait une nouvelle étoile montante sur les cours américains, Helen Wills, W-I-2-L-S. Et Helen Wills a traversé l'Atlantique pour affronter cette Française pratiquement invaincue. Helen Wills était plus jeune que Suzanne Lenglen, elle avait 20 ans seulement.
Et Suzanne Langland, en 26, avait donc 27 ans. Le match a été organisé sur les terrains de l'hôtel Carlton à Cannes. Il y avait un club Carlton qui jouxtait l'hôtel, donc c'est sur les terrains de celui-ci que le match a été organisé. Alors, cet épisode a été monté en épingle par la presse, pas seulement la presse sportive, mais toute la presse généraliste dans les semaines qui ont précédé. Donc, dans les tribunes, évidemment, le roi Gustave V de Suède, le roi Manuel du Portugal, un membre de la famille royale britannique, le duc de Connaught, qui était l'un des fils survivants de la reine Victoria, le grand-duc Michel de Russie, qui était l'un des rares membres rescapés de la famille impériale de Russie, un grand écrivain qui vivait sur la Côte d'Azur, pas loin d'ici, à Menton, qui était Vincente Blasco Ibáñez. Vous connaissez sans doute la belle propriété qu'il avait construite à Monaco, et qu'on appelle le jardin des romanciers, n'est-ce pas? Sur le fronton, d'ailleurs, vous avez au milieu, dans des azulejos en carreaux de faïence espagnol, Cervantes, flanqué de Dickens et le français Flaubert, je crois. Et à l'intérieur, il y avait des bustes d'une trentaine d'écrivains qu'il appréciait. C'était une reconstitution des jardins de Valence, la Valence espagnole, dont il était originaire, donc avec un grand bassin, une sorte d'exèdre, avec encore un buste de Cervantes et une centaine de carreaux évoquant les épisodes du Don Quichotte, enfin quelque chose des bancs en azuleros également, avec des traits ombragés pour ménager de l'ombre. Donc un salon de lecture en plein air. Je m'insiste un peu là-dessus parce que je viens de lire une thèse que j'ai eu à apprécier sur les jardins de la Côte d'Azur et les transferts culturels. Or, là, s'il y a un transfert culturel, c'est bien celui-là. Eh bien, ce jardin, n'est-ce pas, Fontana Rosa, tel est son nom, n'est pas dans la thèse. J'en ai été fort chagriné. Mais enfin bon. En tout cas, Blasco Ibáñez était là, chargé par les journaux de rédiger un compte-rendu du match. Il ne connaissait rien au tennis, mais bon, on l'a payé très cher pour cela. Alors, la nuit qui a précédé, comme d'habitude, elle n'a pas dormi. Ou plutôt, elle s'est endormie même pas une heure. Le personnel du Carlton était chargé de la réveiller. On a oublié. On l'a donc réveillée trop tard, en sursaut, dans une colère noire. Elle a fait, paraît-il, une scène au directeur du Carlton, et qui en a gardé un souvenir épouvantable. Il y avait de quoi, parce qu'elle a failli arriver en retard sur le terrain. Alors, elle a gagné, mais avec un score beaucoup plus difficile que d'habitude. Premier set, oui, 6-3. Mais le deuxième, 8-6. Donc ça a été plus laborieux. Et après le match, elle a eu une crise de nerfs terrible. Et elle n'a pas arrêté tout de suite sa carrière, mais c'est comme si la mécanique s'était un peu grippée, comme si un ressort avait sauté. Alors elle a continué encore pendant quelques mois. Elle a participé aux internationaux de France. Elle a gagné en finale 6-1, 6-0 en 27 minutes. C'est la finale la plus brève de toute l'histoire du Grand Chelem, des tournois du Grand Chelem, n'est-ce pas? Arrive Wimbledon. Elle s'inscrit, comme bien souvent elle est malade, mais malade, très malade même, très souffrante. Elle se rend dans le club de Wimbledon, et là les organisateurs lui annoncent qu'elle va jouer, bien sûr, comme prévu, mais que pour des raisons d'horaire, dès qu'elle aura terminé le match, elle devra en faire un autre. Elle devra enchaîner sur un autre match. Alors là, évidemment, fatiguée, fragile comme elle l'était, elle a refusé de jouer. Scandale, car la reine Marie, comme d'habitude, était venue. Alors évidemment, Suzanne a demandé à l'un des 4 mousquetaires, vous savez, les mousquetaires qui gagnaient la Coupe Davis régulièrement à l'époque, Borotra, qui était un ami, d'aller présenter ses excuses à la reine, et elle n'a pas joué. Et le lendemain, elle a joué, elle a gagné, mais la reine n'est pas venue, ce qui était évidemment une marque de désapprobation, et le public britannique a été glacial. D'habitude, on applaudit les beaux coups, là, rien. Un public totalement hostile. Alors, lassée, toutes ces maladies, ces déconvenues, peut-être des blessures d'amour-propre un petit peu aussi,
elle a décidé d'arrêter sa carrière d'amateur et de devenir professionnelle. Ce qui fait qu'elle a d'ailleurs été immédiatement évincée de la Fédération française de tennis. Pas de pros, uniquement des amateurs. Elle a fait une grande tournée aux États-Unis, 26-27, triomphale, qui lui avait rapporté d'ailleurs beaucoup d'argent. Elle en avait besoin un peu parce que son père était riche, mais comptait bien, n'est-ce pas, son argent. Donc, et puis elle était très coquette, elle dépensait beaucoup, donc ça a fait du bien à ses finances. Et puis, en 1928, elle a annoncé qu'elle abandonnait la compétition. Donc, d'ailleurs, son père était malade, il est mort en 29. Et la maladie, l'édition de son père, pour elle qui avait un esprit de famille très développé, a été un choc profond. Alors, elle s'est installée à Paris à ce moment-là. Elle a occupé son temps en créant des articles de sport pour son grand ami, le couturier Jean Patou. Vous savez, je ne sais pas si on connaît encore ce nom de couture, je ne sais pas si la maison existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était évidemment un des grands noms, à l'égal de Chanel et d'autres. Elle tournait également des réclames, enfin aujourd'hui on dirait des pubs, des réclames pour des articles de sport. Elle a tourné des petits films également. Et puis de temps en temps, une exhibition, comme on disait, une exhibition de tennis, pour montrer qu'elle savait encore jouer. Son grand projet, ça a été en 1928 d'ouvrir une école de tennis près de Roland-Garros, à Paris. D'ailleurs là, elle s'est un petit peu réconciliée avec la fédération qui a reconnu la dite école, et elle s'est beaucoup donnée à l'enseignement du tennis. Et sa dernière visite à Nice, quelques semaines avant sa mort, ça a été pour venir au Parc Impérial, toujours au Parc Impérial, pour regarder de jeunes espoirs de la Côte d'Azur et sélectionner les meilleurs d'entre eux, de manière à les faire venir à Paris dans cette école. En juin 1938, encore malade, mais cette fois-ci, ça a été la dernière maladie, une leucémie foudroyante. Elle est devenue aveugle en quelques jours et tout de suite après, elle est morte. Je crois 3 jours après la cécité, 4 juillet 1938. Elle a eu droit à des obsèques solennelles en présence de son vieil ami, le roi Gustave V de Suède. Quand elle jouait contre lui, elle l'appelait votre régularité, pas parce qu'elle lui demandait, au lieu de votre majesté, elle lui demandait de renvoyer la balle régulièrement. Et puis, le chef du gouvernement français, à l'époque, on ne disait pas Premier ministre, on disait président du Conseil des ministres. Vous connaissez son nom, c'était Édouard Daladier, qui est venu à ses obsèques, et puis ses amis sportifs, notamment les 4 mousquetaires. Alors je terminerai, j'espère que ça ne va pas être trop long, par une dernière partie sur l'image de Suzanne Lenglen. En quoi nous parle-t-elle? Que nous a-t-elle laissé? Elle a construit tout au long de sa carrière une image qui reflétait bien à la fois sa personnalité, je dirais, et sa popularité. D'abord, le premier point, c'est ce que disait d'ailleurs Mme Lédris tout à l'heure au début, l'image d'une femme libre, d'une femme moderne, d'une femme émancipée. D'abord par son vêtement. Elle montrait ses bras et ses jambes. Elle portait une jupe plissée, donc créée par Patou, je l'ai dit, puis elle a également lancé une invention de Patou qui est le cardigan. Vous savez, une veste assez facile à mettre, n'est-ce pas, qu'on peut mettre au-dessus d'une jupe, le cardigan. Elle a lancé également la mode du bandeau pour tenir les cheveux. Et quelquefois, révolutionnaire aussi, un bandeau de couleur, pas blanc. Modernité également par son souci de l'image, du maquillage. Alors on a l'habitude de dire qu'elle était laide. Disons qu'elle avait des traits marqués, qu'elle avait du caractère. En tout cas, elle ne se croyait pas belle. Aussi se maquillait-elle beaucoup, y compris pour aller sur le terrain de tennis. Et on trouvait qu'une femme, une sportive, n'avait pas à se maquiller quand elle participait à une compétition. Donc c'était jugé un peu insolite, ce souci. Mais on voyait sur les photos, on verra toujours un rouge à lèvres très marqué, les cils, etc., toujours très bien coiffés. Et alors l'habillement, toujours des talons très hauts, des tenues très élégantes. Elle arrivait même sur le terrain en manteau de fourrure. Je sais pas, en zibeline, par exemple, je sais pas, comme Cécile Sorel. Vous savez quelque chose, Cécile Sorel, la danseuse, meneuse de revue. Il y a une scène qui est restée célèbre. Cécile Sorel
descend devant les Folies Bergères, je crois, ou Maxime, je ne sais plus, descend de sa voiture, son chauffeur est arrêté, dans un manteau de zibeline, et elle traverse impérialement le trottoir. Et sur le bord du trottoir, il y a un kidam un peu quelconque. Oh, ça, ce sera fini quand il y aura le grand soir. Et elle qui a entendu, sans le regarder, lui dire, quand ce sera le grand soir, je serai commissaire du peuple et toi tu seras toujours une cloche. Oui, le genre de répartie que pouvait faire une grande actrice. Ça a été quand même une grande actrice du français, Célimène. Elle a joué dans le Misanthrope. Et puis elle a été aussi une meneuse de revue aux Folies Bergères. Elle descendait l'escalier, comme le fera plus tard Mistaken. Bon, je peux fermer la parenthèse, je m'égare. Donc, une grande élégance vestimentaire qui la caractérisait. Signe de modernité, j'y reviens, je le cite pour mémoire, le cognac. Ce dopage, évidemment, pour un produit qui n'est pas illicite, n'est-ce pas, mais qui n'est pas convenable en société, pour les femmes surtout. Moderne aussi par ses nombreuses amours, qui ont toutes été malheureuses. Alors j'ai parlé d'Albaran, qui a été le premier. Peut-être aussi, on ne sait pas, peut-être aussi a-t-elle été l'amie, enfin elle a été l'amie au sens amical du terme, peut-être au sens sentimental, d'Alain Gerbaud. Vous connaissez peut-être Alain Gerbaud, qui était un grand joueur de tennis, mais qui était aussi un navigateur solitaire, qui a fait le tour du monde, à la voile, tout seul, et qui était le premier à traverser l'Atlantique à la voile, en solitaire, en 1923. Je ne sais pas si le nom dit encore quelque chose, Alain Gerbaud, mais enfin, voilà. Alors, tous les deux, très bons joueurs de tennis. Elle a eu des liaisons avec des joueurs de tennis. La liaison la plus longue qu'elle a eue, ça a été avec un playboy américain, qui s'appelait Baldwin. Son prénom ne me revient pas dans l'instant, vous me pardonnerez. Et il y a eu même, ils ont vécu ensemble pendant 3 ans à Nice. Et il y a même eu des projets de mariage. Mais Baldwin était marié. Et sa femme n'a jamais consenti au divorce. Il a toujours annoncé à Suzanne que c'était pour bientôt. Et c'est jamais le cas. Et en plus, Baldwin était il buvait beaucoup d'alcool, c'était un ivrogne, pour dire les mots comme ils sont, n'est-ce pas? Et dans ses crises d'éthylisme, il se comportait d'une manière très peu élégante, en tout cas pas digne d'un gentleman. Donc elle a fini par s'en séparer. Donc vous voyez, sa vie sentimentale, elle est restée célibataire, donc a été, malgré un échec. Deuxième image qu'elle nous a laissée, celle d'une femme intelligente et d'une femme cultivée. Elle lisait beaucoup. En particulier Goethe, dont son père lui avait offert les œuvres dans une très belle édition d'ailleurs. Donc elle lisait, elle visitait les musées, elle visitait les expositions, elle allait au concert classique, elle aimait la peinture, elle était même amie avec certains impressionnistes qui étaient un peu en fin de carrière. Ce qu'elle n'a jamais apprécié, c'est le cubisme. Mais elle aimait beaucoup les impressionnistes et elle était capable d'en parler. Elle a écrit un roman, The Love Game. Je ne me demandais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas lu. Et je crois qu'il est assez difficile à trouver, mais enfin bon, en cherchant bien, peut-être avec Amazon, on pourrait le trouver. Elle a écrit également 3 livres sur le tennis, dont un classique qui est Tennis by Simple Exercises, en 1937, un an avant sa mort. Elle aimait la vie aussi. Elle aimait la vie, elle aimait la danse, elle aimait la bonne cuisine, alors quelque chose qui est un petit peu nu à son image aux États-Unis, elle n'aimait pas la cuisine américaine. Et quand elle était aux États-Unis, quand elle le pouvait tout au moins, elle se confectionnait elle-même ses repas. Et des journalistes l'ont su, évidemment, on a critiqué à nouveau cette Frenchie qui ne pouvait pas manger autre chose que la cuisine de son pays d'origine. Ça a été également une mondaine. Voilà une autre image qu'elle donne, une femme mondaine, de ses réceptions qu'elle donnait. Alors, elle recevait beaucoup dans son salon. Et tant qu'elle a vécu à Nice, elle a été logée par le Parc Impérial dans une villa. Si vous connaissez le Parc Impérial et l'avenue Suzanne Langlaine, qui longe le Nice Lawn Tennis Club, il y a une belle villa qui s'appelle Mariem, qui est de l'autre côté. Elle est un petit peu, on a un peu coupé des coupoles qu'il y avait dessus avant. Elle a été un peu décapitée, comme le lycée du Parc Impérial d'ailleurs, qui a perdu toutes ses superstructures. Mais dans une très belle villa. Et de là, elle pouvait voir d'ailleurs les cours de tennis. Notamment le terrain où son ancien professeur négro donnait les leçons, n'est-ce pas? Donc, et dans ce salon, qui recevait-elle? Eh bien, elle a reçu très souvent Gustave V de Suède, le roi Manuel du Portugal, le Maharaja de Kapurthala, ça vous dit peut-être rien, c'était un Indien comme son titre l'indique, mais il était considéré à l'époque comme l'homme le plus riche du monde.
je ne sais pas si c'était un de ces Maharajas qui, chaque année, recevait son poids en diamant, en pierres précieuses, mais enfin, c'était un peu ce genre-là. Elle recevait des écrivains, dont le plus connu est Rudyard Kipling, prix Nobel de littérature. Je ne sais pas si moi, quand j'étais adolescent, j'ai lu La lutte de la jungle, Kim, Les simples contes des collines, etc. Bon, elle le recevait parce qu'il venait assez régulièrement à Nice. Elle recevait également des acteurs de cinéma, Mary Pickford, Douglas Fairbanks. Et donc, elle avait aussi des relations dans ce milieu-là. Dans le milieu de la Côte d'Azur, elle a été très liée à Florence et Frank Gould. Vous savez, les créateurs de Jean Lépin. C'est Frank J. Gould qui a financé la construction du palais de la Méditerranée sur la promenade des Anglais, enfin des figures du tout Côte d'Azur. Et puis elle a été très proche également du maire de Nice, Jean Médecin, maire de Nice de 1928 jusqu'à sa mort en 1965. Une petite éclipse à la fin de la guerre, parce qu'il avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 40, et donc il a été déclaré inéligible. Aux premières élections municipales, ce non-candidat, puisqu'il était inéligible, a quand même obtenu 15 000 voix. C'est-à-dire que 15 000 Niçois ont pris la peine d'écrire sur un papier Jean Médecin. Ça vous permet de mesurer une popularité et une machine politique aussi qui était bien au point. Mais la différence entre Jean et Jacques, c'est que Jean n'a jamais été accusé de malversation quelconque. Il n'a pas besoin d'aller s'installer en Uruguay, je crois, comme l'a fait son fils. Donc Jean Médecin était une grande figure de Nice, et c'est lui qui a... c'est pas lui, c'était pas sous son mandat que le club du Parc Impérial s'est installé sur la colline du Parc Impérial, mais par la suite, quand il a été maire, il a fait beaucoup pour le club, par des dégrèvements fiscaux, des choses comme ça, parce qu'il considérait que c'était un instrument de développement touristique important pour le tourisme de cette époque, au tourisme donc haut de gamme, au tourisme aristocratique. Alors évidemment, les quatre mousquetaires, Borotra, Cochet et surtout Lacoste, le monsieur des chemises, et Brugnon étaient des proches. Autre aspect de son image, une niçoise. Certes, elle était née à Paris, elle est retournée à la fin de sa vie, mais elle a après joué à Nice. Elle a toujours vanté cette ville merveilleuse qu'était Nice, elle y est revenue, elle est toujours restée fidèle à son club du Parc Impérial, elle y est venue encore quelques semaines avant sa mort, son logement, etc. Donc vous voyez, Nice c'était pour elle. Et puis enfin on pourrait dire pour qualifier sa popularité, qu'elle a bénéficié d'une popularité, je qualifiais son image, je voulais dire, le mot est venu plus vite que je ne voulais, une popularité tout à fait singulière et tout à fait exceptionnelle. Quand on annonçait qu'elle allait jouer, participer à un match, à un tournoi, les ventes montaient en flèche. Et quand elle a pris sa retraite, quand elle a cessé de se produire, les finances du Parc Impérial sont tombées fortement. D'ailleurs là, heureusement que Jean Médecin était là pour prêter au club, pour lui permettre de ne pas prendre un bouillon financier. Cette popularité s'est traduite également par l'appui de la reine Marie qui venait la voir sauf la dernière fois. Elle a été certes très critiquée, principalement dans le Royaume-Uni et aux États-Unis, pour ses maladies, ses crises de nerfs, qui étaient considérées comme des caprices d'enfants gâtés. Mais cette image de caprice, d'une certaine manière, ont eu un rôle positif, si on peut dire, à contrario, en ajoutant un caractère singulier, en ajoutant à sa notoriété, je dirais même à sa légende. Et ça me conduit à la conclusion générale de cet exposé, pour vous dire que, à mon sens, Suzanne Lenglen a été un peu le symbole d'une époque. Le symbole d'une époque raffinée, tout au moins dans les milieux de la Côte d'Azur qu'elle fréquentait, raffinée comme son jeu, comme sa manière d'entrer sur un cours, comme sa manière de se comporter et de s'habiller. Symbole également du luxe de la Côte d'Azur qu'elle a tout à fait incarné dans ses robes de grand couturier, dans ses manteaux de fourrure, dans tout ce qui l'entourait. Symbole un peu aussi de ces années folles dont M. Macario parlait tout à l'heure, les années 20, the Roaring Twenties,
comme disent les Américains. C'est l'époque du jazz, c'est l'époque de la vitesse, c'est l'époque des extravagances. Fitzgerald, par exemple, n'est-ce pas, entrant par reptation sur le paillasson du casino de Jean Lépin. Scott Fitzgerald et sa femme Zelda, qui sortant du casino de Jean Lépin, encore une fois, complètement ivres, se posent une question. Ils avaient une voiture, ils avaient acheté une belle Ford, Scott avait des droits d'auteur considérables. Est-ce que l'écartement des roues de notre voiture correspond à l'écartement des rails du chemin de fer? Et les voilà partis vers le train d'Épines. Vous connaissez le train d'Épines, hein, à Nice, bon. Et ils se mettent sur les rails pour comparer l'écartement respectif du train. C'était la nuit, tard dans la nuit. Heureusement qu'il n'y avait pas de train qui circulaient la nuit parce qu'ils se sont endormis au volant de leur voiture. Et le lendemain matin, le premier train, heureusement, c'était une grande ligne droite. Donc le conducteur du train a vu une voiture arrêtée et il a eu le temps de... Bon, le train d'Épines n'a jamais été connu pour sa grande vitesse. Il a pu s'arrêter. C'est pour ça qu'il portait le train d'Épines. D'ailleurs, on disait qu'on pouvait ramasser les pignons puis remonter dans le train. Donc il s'est arrêté et puis on est allé réveiller ces deux pochards endormis. Ou encore Scott, alors sur la place de la Concorde, volant un triporteur, complètement ivre aussi, hein, et partant à toute vitesse, faisant 5 ou 6 fois le tour de la place de la Concorde, poursuivi par des agents à bicyclette. Les gendarmes étaient à bicyclette à l'époque, avec leurs pèlerines dans le vent. Ou alors, au Ritz, Scott construisant ce qu'il appelait un piège à garçons. Alors il commence par chaparder dans tout l'hôtel des tables, des chaises, des meubles, et il en fait des obstacles, des barrages dans certains couloirs. Et puis, il entre à la réception et il annonce à toute voix que le général Pershing arrive dans quelques minutes. Le général Pershing, c'était l'ancien commandant en chef des troupes américaines pendant la Première Guerre mondiale. Affolement général, les garçons se précipitent, tombent sur les pièges en question. Enfin, vous voyez, c'est ça, les années folles, n'est-ce pas, telles que ce couple typique des Fitzgerald, là un petit peu incarné. Mais en même temps qu'elle a incarné une époque, je dirais que Suzanne me paraît très humaine. Très humaine d'abord par son attachement à ses parents. Toute sa vie, elle a voyagé avec sa mère, ou presque toujours. Il est arrivé que Madame Langlaine, qui avait une bonne santé, elle a survécu de beaucoup à sa fille, enfin, elle était malade aussi, elle n'a pas accompagné sa fille parfois. Mais généralement, elle partait avec Madame et le petit chien. N'est-ce pas, maman et le petit chien. Et le papa qui a joué un rôle, évidemment, dans sa formation de joueur. Donc, très très proche de ses parents. Humaine aussi par sa fragilité physique. Santé physique et santé aussi, je dirais, psychologique. Ce n'était pas, je vais peut-être risquer un néologisme, on parle de surhomme, je dirais que ce n'était pas une surfemme, n'est-ce pas? Et ça la rendait très proche des gens. On connaissait cette fragilité, ce côté friable de Suzanne Langlaine. Elle avait des dons, certes, on le savait, mais on savait aussi qu'elle était arrivée à ses succès par un travail opiniâtre, par un effort de volonté exceptionnel, qui pouvait l'amener à gagner un double en jouant pratiquement toute seule. Donc, vous voyez, il y avait ça. Donc, elle est restée une réussite dans l'histoire du sport, par une réussite professionnelle exceptionnelle, mais aussi par cette humanité, par son charme, par un certain charisme qu'elle a bien incarné. Je vous remercie.